Dimanche 7 avril 2019, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette édition dominicale sur la télévision Labari. Une fois n'est pas coutume, nous débutons ce journal avec l'invité du journal qui est ici sur le plateau. Il s'agit du secrétaire général du syndicat national des pharmaciens, médecins, chirurgiens et dentistes Saint-Pamet, Dr Ila Alassane. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur vos différents mouvements de grève que vous avez observés et 3 séries de grèves pour exiger du gouvernement et la prise en compte de certaines de vos revendications. Et très brièvement, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a amené d'abord à observer ces 3 séries de grèves de manière avancée. Ok, merci Hassan et merci en tout cas à la radio-télévision Labari en tout cas pour l'occasion que vous nous offrez afin d'éclairer effectivement l'opinion nationale et même internationale quant aux problèmes qui assaillent le secteur de la santé. Et vous n'êtes pas sans savoir que le 17 et 18 octobre 2018, donc on est sorti du congrès de Maradi qui nous a consacré effectivement à la tête du syndicat des pharmaciens, médecins, chirurgiens, dentistes. Donc à l'issue de ce congrès-là, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, notamment la plateforme revendicative que nous avons déposée, en tout cas au niveau du ministère de la Santé. Donc en dehors de cette plateforme revendicative, il y a ce qu'on appelle un certain nombre de résolutions et de recommandations qui ont été également adressées à qui de droit. Donc mais pour revenir à la plateforme elle-même, donc nous l'avions déposée et je crois qu'il y a un certain nombre de rencontres qu'il y a eu avec le ministère de la Santé et à l'issue de ces rencontres-là, donc en réalité rien de concret n'a été fait à ce niveau. Donc en dehors de ça, il y a un certain nombre de problèmes que nous avons trouvés urgents qui se trouvent même dans la plateforme revendicative. Et ces points-là, c'est quoi? C'est notamment le problème des bourses et frais de stage. Il y a les problèmes également de recrutement des médecins. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, donc de 2011 à aujourd'hui, effectivement, il y a eu un seul recrutement, celui de 2015. Parce qu'en 2011, donc c'est 536 médecins qui ont été recrutés. En 2011, je me rappelle 2015, excusez-moi du terme, 130 médecins. Donc, entre ce temps, il y a des médecins qui sont en train de partir à la retraite, d'autres sont en train de quitter le système, pour d'autres destinations bien entendu, donc qui prennent des disponibilités, et d'autres, je crois, meurent même malheureusement. Donc, la population du Niger, parallèlement, est en train de croître, donc à une vitesse exponentielle, parce que l'augmentation a excédé, je crois, plus de 3 500 000 habitants. Et vous voyez, du coup, les plateaux techniques ne suivent pas, même si il faut saluer un certain nombre effectivement d'évolutions à ce niveau-là. C'est notamment la création ou la construction de l'hôpital général de référence de Niamey et celui de Maradi. Au-delà de ces hôpitaux-là qui ont été construits, il y a un certain nombre d'hôpitaux de district qui ont été construits au niveau justement des départements, que nous saluons au passage. Mais le problème qui se pose, c'est que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas assez de médecins, en tout cas à la fonction publique, tout simplement par rapport au ratio de l'OMS qui est de recruter un médecin pour 10 000 habitants. Nous sommes aujourd'hui au Niger à 1 médecin du moins pour pratiquement 32 000 habitants. Donc vous vous rendez compte que le gap est énorme. Et c'est pour ces raisons-là que nous avons demandé à ce qu'il y ait effectivement un recrutement massif pour que la population vraiment sente qu'il y a effectivement un système de santé qui est efficace. Ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport au problème de bourse et consorts. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, il y a nos camarades qui sont ici au Nigeria, à l'extérieur du pays, qui travaillent, ou du moins qui sont en train de faire leur ISANA pendant pratiquement 3 ans, sans bourse, sans frais de stage, si vous voulez, sans frais de transport. Donc, nous avons demandé au gouvernement d'appuyer tous ces arrêts-là. Donc, faute de quoi, en tout cas, ils vont nous trouver sur leur chemin. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Donc, il vous souviendra qu'en le 12 mars 2019, nous avons fait une déclaration conjointe avec le SUSAS par rapport effectivement à ces points-là. Donc, nous avons lancé un ultimatum de 72 heures au ministère de la Santé. Malheureusement, jusqu'à la situation, ils ne nous ont pas appelés. Il a fallu le lundi pour qu'ils puissent nous appeler, alors que déjà on a déposé un préavis de grève d'avertissement de 48 heures. Donc, malheureusement, les négociations n'ont rien donné. Donc, cette grève-là a été observée. Donc, on a déposé un autre préavis pour que quelque chose puisse être fait. Malheureusement, aussi là, on ne s'était pas. C'est vrai, ils nous ont appelés, mais rien de concret n'est sorti.
Donc après, effectivement, ce préavis de grève de 48 heures, donc pour la deuxième fois, nous avons déposé un troisième préavis de grève, cette fois de 70. Comme nous avons dit, tant que nous, on n'est pas on va passer à la vitesse supérieure, c'est ce qui fut fait. Donc heureusement, chemin faisant, il y a notre, comment ça s'appelle, le SUSAS qui est affilié à la CDTN. Et effectivement, je trouve là, et je dois louer la sagesse de la CDTN à travers son secrétaire général qui nous a vu, qui dit, viens, cette histoire-là, il va falloir qu'on mette fin à ça. Donc c'est pour ces raisons-là, je crois que la semaine passée, il a estimé qu'il doit y avoir une rencontre entre le gouvernement et nous. Et effectivement, le Premier ministre nous a appelés. Et suite à cet appel-là, on a répondu, il n'y a pas de problème, on a dit, c'est le Premier ministre qui nous appelle, il n'y a aucun problème. Et on salue aussi sa sagesse, parce que c'est bien vraiment d'appeler les gens quand ils sont et c'est la loi qu'il a déjà prévue, et c'est ce qu'on a fait, justement. Donc suite à cette rencontre-là, le Premier ministre, je vais aller vite en besoin, nous a demandé, parce qu'on a fait le tour de tous les points, en tout cas des revendications. Et les points là, ils sont au nombre de 5. Le premier point, c'est effectivement la question des bourses et frais de stage. Le deuxième point, c'est la question, je crois, de recrutement de tous les agents, pas seulement les médecins. Il y a un troisième point, je crois, qui est relatif à ce qu'on appelle au problème de contractuels, justement, pour qu'ils soient recrutés. Et deuxièmement, pour qu'on puisse rehausser justement leur pécule, parce que nous sommes sans savoir que les contractuels d'éducation sont aujourd'hui à plus de 77 000 francs de choses, des pécules, alors qu'au niveau de la santé, on n'est qu'à 55. Comment peut-on donner 55 000 francs à quelqu'un et lui demander de faire un travail correct? Et nous avons estimé qu'il va falloir prendre nos responsabilités et demander au gouvernement à ceux qu'il y ait quelque chose de plus, au moins les aligner au même niveau que ceux de l'éducation. Et je crois que et même le gouvernement l'a reconnu, c'est une revendication légitime, c'est une revendication responsable, et je crois que cette revendication, le gouvernement n'a pas vu en tout cas un problème à ça. Donc il y a un autre point relatif bien entendu à ce qu'on appelle les incidences financières. Vous n'êtes pas sans savoir que quand vous êtes à la fonction publique, il y a ce qu'on appelle les avancements, il y a ce qu'on appelle le changement d'échelon. Et il y a longtemps, nos camarades ont avancé, il y en a qui ont même changé de classe, et malheureusement, les incidences liées à ces avancements-là, jusqu'à preuve de contraire, en tout cas, les camarades n'en bénéficient pas. C'est pour ces raisons-là que nous avons posé aussi cette revendication. Donc, et le troisième point, je crois que c'est relatif à un certain nombre d'auxiliaires de santé qui ont été recrutés en 2015, si j'ai bonne mémoire, et qui, jusqu'à aujourd'hui, la majorité n'est pas mise en solde. Donc c'est pour ces raisons-là, il y a parmi, en tout cas, ces il y a 2 cadres de la santé, dont des médecins qui travaillent depuis pratiquement 3 ans et aussi qui n'ont pas de salaire. Et nous avons dit, cette fois, trop c'est trop, il va falloir que vraiment on mette les gens dans leurs droits, parce que si ce n'est pas au Niger, on ne peut pas comprendre que les gens travaillent pendant pratiquement 3 ans sans salaire. Et d'autres ont été recrutés, je crois qu'ils ne manquent pas de numéro. Donc nous avons dit qu'il va falloir mettre fin à cet état de fait, et c'est ce qu'on a effectivement exigé à travers la déclaration conjointe qu'on a faite avec le SUSAS. Donc voilà, de manière ramassée, effectivement, ce qui a prévalu depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui au niveau du secteur de la santé. Donc maintenant, le Premier ministre a pris les choses en main. Vous avez les yeux fixés sur la primature. Donc en attendant, et on a vu donc au cours de ces mouvements, il y avait eu fusion entre plusieurs syndicats du secteur de la santé. Et pourquoi vous avez décidé de mener cette lutte commune entre Saint-Famed, SUSAS et SMS? Donc par rapport au SUSAS, je crois que c'est 2 points qu'on a en commun. Et nous avons pensé que ensemble on est plus fort. Donc c'est pour ces raisons-là, et c'est la même chose, que ce soit le SEMES, que ce soit le SUSAS, que ce soit le Saint-Famed, en tout cas sur le secteur, sur les syndicats de la santé, si tel est qu'il y a une partie qui n'est pas satisfaite, rien ne va marcher. Et c'est pour ces raisons-là que de faire de lutte sectorielle, de faire de lutte séparée, ce sera beaucoup plus compliqué pour le gouvernement, mais autant le faire ensemble, et nous pensons qu'ensemble, effectivement, on fera mieux quand on nous appelle et puis trouver un terrain d'entente entre nous et le gouvernement. Donc c'est pour ces raisons-là, effectivement, qu'on a décidé vraiment de partir ensemble avec le SUSAS. Et il vous souviendra qu'on a effectivement fait une déclaration avec le semestre pour dénoncer justement cet état de fait. Et par rapport à cette déclaration, beaucoup de choses ont été dites, mais nous rappelons à l'ensemble de nos camarades que nous, par rapport à cette déclaration avec le semestre, c'est même une résolution du Congrès de Maradi qui nous a investi, en tout cas qui a demandé qu'il y ait effectivement beaucoup plus de rapprochement avec le semestre. Voilà, nous sommes effectivement dans le cadre vraiment de la feuille de route qui nous a été donnée depuis le Congrès de Maradi. Donc, quelle appréciation faites-vous des 2 premiers mouvements de grève observés sur l'ensemble du territoire national? Vous êtes satisfait? Merci. L'appréciation qu'on peut faire justement de ces mouvements de grève, donc en tout cas c'est plutôt satisfait.
Parce que tout simplement, on a nous-mêmes essayé de voir au niveau de Niamey, avant effectivement d'avoir la vie de l'intérieur du pays. Et on a observé, on a vu, et on a été en tout cas partout, à travers nos représentants au niveau de l'intérieur du pays. Et je vous assure, la grève a été suivie à 100%. Voilà, donc maintenant, quel est votre message à l'endroit de vos militants maintenant, au moment où le comité est en train d'examiner donc les différentes revendications au niveau de la primature? Quel est votre message à l'endroit de vos militants? Justement, avant peut-être le message, j'allais dire qu'au niveau de la primature, justement, quand on était en négociation, on a passé à revue tous les points de discorde, justement, qui ont pratiquement bloqué tout. Et je crois que le Premier ministre, en tant que président, en tant que chef du gouvernement, nous a demandé de lui faire confiance. Et je crois que c'est ce qu'on a fait. Il nous a demandé de lui faire confiance. Et nous avons décidé, si vous vous rappelez, on était déjà rentré dans la grève, la troisième grève. Nous avons décidé de lever les mots pour 3 à 4 raisons. La première raison, d'abord, c'est parce que c'est le Premier ministre qui nous a demandé. Et monsieur, faites-moi confiance. Et nous, on a estimé qu'en tant que chef du gouvernement, il parle d'abord au nom du président de la République. Parce qu'au-delà de lui, il n'y a personne. Si on ne concède pas ça au Premier ministre, à qui on va le concéder? Et nous avons estimé que ça, c'est au moins une chose sur laquelle il faut compter. Deuxièmement, il a fait ses preuves de parler que dans les mêmes conditions, similaires en tout cas à celle-là, parce qu'il y a eu effectivement la même chose. Il a demandé de lui donner une semaine, ça a été fait et je crois qu'on a eu gain de cause. Et la troisième chose, il y a eu justement, comment ça s'appelle, la médiation de la CDTN. Rien que pour faire honneur justement à cette médiation-là et à la CDTN, nous avons estimé qu'on peut effectivement lever ces préavis. Et la quatrième chose, c'est parce qu'on reste fidèle à nos principes. Effectivement, ceux-là, d'être toujours disponible pour le dialogue. Parce que personne ne peut aller en grève parce qu'il veut. Donc pour en venir justement à l'appel que vous demandez en tout cas de faire à nos militants, c'est de rester serein, de rester en tout cas mobilisés. Et nous pensons que, étant donné que le Premier ministre nous a demandé de lui faire confiance, on lui a fait confiance. D'ailleurs, comment ça s'appelle? Il n'y a même pas, nous, on ne fait pas de doute, on fait confiance au Premier ministre. Et on pense que d'ici, en tout cas, le jeudi prochain, Inch'Allah, quelque chose va sortir. En tout cas, on lui fait confiance par rapport à ça, il n'y a pas de doute. Docteur, vous êtes ici sur ce plateau aussi, c'est aussi à l'occasion de la journée internationale de la santé qui est célébrée ce jour à travers le monde et sur le thème couverture sanitaire de santé universelle. Ici, on dirait à cette occasion des séances de dépistage du diabète sont organisées. Et quelle est l'importance de cette opération de dépistage? Donc, merci en tout cas pour toujours ce que vous faites pour le secteur de la santé. Et effectivement, le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça vous permettra, de savoir si vraiment vous êtes porteur de la maladie. Et plus tôt vous vous faites dépister, plus tôt vous sachez que vous avez la maladie, plus tôt vous allez la prendre en charge et moins il y aura des conséquences fâcheuses. Donc c'est là l'intérêt effectivement de se dépister tôt, de savoir très tôt qu'on a effectivement cette maladie. À ce moment-là, vous allez prendre tous les gardes qu'il faut pour vraiment lutter contre cette maladie. Mais si vous laissez jusqu'à ce que vous ayez les complications, là on risque effectivement d'avoir des trucs qu'on appelle des complications irréversibles. Et je crois que c'est pour un peu prévenir, comme on l'a dit, on a l'habitude de mieux prévenir que guérir. Donc je crois que c'est dans cet ordre d'idée-là qu'on demande vraiment aux gens de venir se faire dépister, en tout cas très tôt. Oui, il y a certains qui hésitent. Que direz-vous à ces gens? Donc c'est le même message, Il vaut mieux tard comme on dit que jamais. Il vaut mieux savoir que tout de suite et maintenant tu as la maladie que de la découvrir à travers une complication. Parce que si maintenant on te dépiste la maladie, je crois que c'est plus facile pour toi de la prendre en charge, c'est plus facile pour toi de faire si ça demande un régime, donc d'adopter un régime beaucoup plus responsable et moins il y aura des dépenses inutiles aussi. Parce que quand il y a la complication, c'est déjà trop tard. Parce que vous allez vous faire évacuer tout ça là. Et je pense que quand vous dépistez très tôt, tout ça là, vous allez l'éviter. Et la prise en charge, donc, ne va pas coûter aussi. Donc je crois que c'est dans l'intérêt vraiment de la personne elle-même de se faire dépister, en tout cas tôt. Donc, merci Dr Ila Alassane. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des pharmaciens, médecins, chirurgiens et dentistes du Niger à Saint-Famet. Vous êtes ici sur le plateau, donc on a fait le point sur le mouvement de grève et parler aussi de la journée internationale de la santé célébrée ce jour. Et merci d'avoir accepté notre invitation et restez avec nous si vous voulez bien poursuivre la suite de cette édition.
À l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de l'assassinat du président Ibrahim Baré Menassara le 9 avril 1999, une conférence publique a été animée cet après-midi à Niamey. Au cours de celle-ci, la question de l'impunité, l'action engagée par la famille Baré en justice ainsi que les actions initiées par le défunt président ont été abordées lors des débats au Grand Hôtel de Niamey. Cette conférence a été suivie et résumée par nos reporters Ali Cissé Ibrahim et Aboubakar Souley. Le 9 avril 1999, les Nigériens avaient découvert avec horreur et tristesse qu'on pouvait tuer un président. En effet, tant sur le plan national qu'international, l'assassinat du président Baré avait suscité l'indignation. Et 20 ans après l'occurrence de cet acte ignoble, qualifié en ce temps d'accident malheureux par l'ancien Premier ministre Ibrahim Meyaki, il demeure toujours difficile aujourd'hui de savoir avec exactitude les circonstances ayant concouru à la mort du président Baré. Un crime marqué par l'impunité dont les raisons peuvent être les suivantes selon le professeur Jibril Abarchi. J'ai trouvé dans la recherche de cette explication qu'il y a d'abord le déficit démocratique et le déficit de l'état de droit qui explique un peu que nous continuons à vivre l'injustice et l'inéquité. Il y a également peut-être la prédominance de la misère. Est-ce que la misère explique la négation de la justice? Il y a le recul des valeurs sociales fondamentales et des croyances en Dieu. Parce que pour moi, pour qu'une société refuse de rendre justice, il faudrait que quelque part, il y ait un recul des valeurs sociales et un recul des croyances. Si on ne croit pas en Dieu, on croit à autre chose, et cette autre chose auquel on croit repose toujours sur la justice. Alors, qu'est-ce qui fait que, malgré tout, nous n'arrivons pas à nous retrouver lorsqu'il s'agit de quête de justice? Il y a le châtiment divin qui devrait nous dissuader d'entreprendre certaines choses. Mais malgré tout, nous refusons de reconnaître la justice. Ensuite, pour Maître Cheib Abdrahman, avocat de la famille Baré, l'amnistie est un obstacle qui entrave la manifestation de la vérité relativement à l'assassinat du président Baré. Les endroits ont le droit de connaître les circonstances dans lesquelles il y a eu l'assassinat. Il est vrai que par rapport à l'amnistie, même la Cour de la CEDEAO a dit qu'on ne peut pas poursuivre en tant que tel les personnes. Mais les endroits ont le droit de connaître la vérité. Mais nous avons, depuis ce temps-là, nous avons écrit, puisque notre rôle c'est d'écrire aux différentes personnalités du Niger, pour dire que vous n'avez pas exécuté entièrement, puisqu'ils ont 3 ans plus tard, ils ont exécuté le côté financier de l'affaire, pour dire que, bon, maintenant, vous avez exécuté cette partie-là, donc c'est fini pour nous, donc l'État nigérien n'a rien à voir maintenant avec la famille Baré. Non, puisque nous avons écrit à toutes les autorités politiques judiciaires du Niger pour dire qu'il y a la partie droit à la vérité qui n'a pas été exécutée. Quant à Nuhu Arzika, il n'a pas manqué de relever des actions positives qui ont été initiées par le défunt président Baré Menassara. Baré est un artisan de paix. Plus que tous ces gens-là que vous voyez, qui sont des va-t-en-guerre, qui sont là, qui parlent de sécurité, de ceci, cela, alors que ce sont des bouts de feu. Baré, il faut dire que sur le plan des décisions courageuses dans ce pays, il a fait preuve de courage. Je suis sûr que, wallahi, avec Baré, on ne va pas avoir des bases militaires ici. Jamais. Et c'est Baré qui a pris sur lui, au lendemain des événements du 27 janvier, ils se sont mis ça comme objectif, et directement il a décidé qu'on va chasser la Chine Formose pour ramener la Chine continentale, et il est parti pour les ramener
L'histoire de Niamey Niala, là. Qui a commencé Niamey Niala? Niamey Niala, c'est Barré qui pensait Niamey Niala, parce que lui, c'est un homme, c'est un militaire d'honneur, un homme propre, qui a envie des choses propres, méticuleuses. Et celle qui connaît ça beaucoup mieux, c'est Elélas. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé un peu l'ameublement de la ville. On a commencé à faire les ronds-points là, on a commencé à faire des trucs, mais pas au même prix que les gens là ont fait. Enfin, ressort de cette conférence que la famille Baré Ménassara doit persévérer dans sa recherche de la vérité en ce qui concerne le régicide du président Ibrahim Baré Ménassara. Et dans cette quête de vérité, le professeur Jibril Abarchi suggère la réalisation d'un film documentaire sur l'assassinat du président Baré. La femme du défunt président Ibrahim Baré, Ménassara Clémence Baré, était cet après-midi à cette conférence débat et elle a accordé une interview à la presse relativement à l'arrêt de justice de la CEDEAO qui rencontre des difficultés pour son application du fait de la loi d'amnistie du Niger. Je vous propose de suivre l'intervention de Clémence Aïssa Baré. La CEDEAO demandait de faire la vérité sur ce qui s'est passé, que nous y avons droit. Et qu'aujourd'hui, les réponses du côté de l'État sont qu'il y a une amnistie qui empêche de faire la justice. Mais ce que nous savons, c'est que cette amnistie a été modifiée. Maintenant, c'est un décret qui verrouille une loi d'amnistie, mais l'amnistie elle-même n'est plus dans la Constitution. Donc aujourd'hui, pour nous, il suffirait d'un décret présidentiel et que ce soit présenté à l'Assemblée pour que la vérité soit faite. Donc dites-nous aujourd'hui, si c'était Wanké le seul responsable, où est-il Wanké? Il est parti en 2014. Nous sommes en 2019, 5 ans après. Si c'était lui le seul responsable, comme on a voulu le faire croire, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas au moins levé le voile sur ce qui s'est passé? C'est juste une question que je vous pose. Je n'y répondrai pas, mais je pense que vous aurez la réponse. C'était donc là Clémence Aïssa Baré cet après-midi à la conférence sur un prélude donc du 20e anniversaire de la disparition de son mari, le président Ibrahim Baré et Ménassara. Autre aspect de cette édition, la mutilation génitale, cette pratique qui consiste à exciser les jeunes filles, malheureusement qui a des conséquences nuisibles sur la santé. Une pratique combattue par les organisations de la société civile active dans le domaine de la défense des droits de l'homme et de l'enfant. Je propose de suivre ce reportage signé Arrêté Sala et Aboukar Saleh. Les mutilations génitales sont une pratique qui consiste à l'ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins externes, généralement réalisée par des exciseuses traditionnelles avec un couteau ou une lame de rasoir sans anesthésie. Les mutilations génitales féminines sont considérées comme une violation des droits des jeunes filles et des femmes. C'est une violation flagrante des droits des filles et des femmes. Mais également, c'est une violation flagrante des droits des enfants parce que c'est une pratique qui est exercée sur des mineurs. C'est également une discrimination qui est faite à l'égard de la femme. C'est également une atteinte à la vie de la femme ou de la fille, j'allais dire. C'est aussi une atteinte à son droit à une santé sexuelle et reproductive normale. Pour encourager l'abandon des mutilations génitales féminines, il convient de mener des initiatives coordonnées qui doivent impliquer les communautés et porter sur les droits fondamentaux de la femme. Il est donc impératif d'intensifier les efforts pour mettre fin à cette pratique. Dorénavant, dans le cadre des objectifs de développement durable, les ODD, les 17 objectifs, l'objectif 5, notamment la cible 5.3, est dédié à ces pratiques culturelles néfastes, dont il est quand même demandé à l'ensemble des États dans le Niger de veiller à l'élimination du mariage des enfants, du mariage précoce, du mariage forcé et de la mutilation génitale envers la jeune fille. Aujourd'hui, nous sommes obligés de mettre la problématique de l'égalité du genre au Niger comme un pan sur lequel il faut construire notre développement. Là où 8 filles sur 12 se marient avant d'avoir 18 ans, je ne pense pas qu'on permet à ce que ces filles-là puissent être des actrices du développement économique et social de notre pays.
CONID, qui est le collectif des ONG nigériennes œuvrant pour les droits de l'enfant, qui est quand même une structure fêtière de 89 ONG associations aujourd'hui, est consciente de ces défis-là. Et aujourd'hui, nous avons compris que le défi pour l'égalité des chances et des droits entre filles et garçons au Niger doit être une priorité. Outre sa forme de violation des droits des filles, les mutilations génitales féminines provoquent un risque d'infection élevé et de nombreux risques obstétricaux. Intéressons-nous à présent à un produit de plus en plus abandonné par les femmes. C'est le henné qui est en train d'être remplacé par des produits de tatouage modernes. Cependant, beaucoup de femmes continuent à faire confiance au henné traditionnel. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Asma Oseidou et Aboukar Souley. Utilisé pour le tatouage ou pour rougir les mains et les pieds des femmes ou même les barbes des hommes, le henné traditionnel tend de nos jours vers l'abandon par les femmes qui s'orientent de plus en plus vers le henné moderne appelé tchadien ou chap-chap. C'est le tchadien qui est à la mode. Ça me plaît beaucoup et depuis que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai jamais vu ses inconvénients. C'est le henné qu'on utilise, mais les enfants de maintenant ne veulent pas l'utiliser. Kadai shabshabu mo city son din dai zene gunan ngana kabaiga aga yake wai muga son da hausan kai wo dufi gai moi-même maintenant je l'utilise. Voyez mes mains et mes pieds, c'est très joli. Ma dibi ban kan ka kulga kaga haunga kan baiga da bon hauba ni buda halal zibu kul siyara balle kirai ga kaga dai larabai ga kaga dai. Sur le plan religieux, le henné a une histoire car même le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, utilisait le henné comme remède, un produit plein de vertus. L'islam a réservé une place de choix au henné, d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé comme remède. À titre d'exemple, quand une épine pique le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait le henné. Aussi, le henné a une place de choix en ce qui concerne les femmes, qui, elles, maintenant, l'utilisent pour pouvoir faire un ornement pour leur mari, afin de pouvoir se faire joli. Aussi, le henné est utilisé chez les hommes aussi, afin de colorer sa barbe. Et c'est aussi une sunnate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. La femme, en général, en islam, elle est ornement pour son mari. Donc, toute femme doit se faire jolie. C'est un devoir pour elle de le faire par rapport à sa viabilité dans son foyer et spécifiquement pour son mari. Cependant, il est recommandé à tout musulman d'utiliser le henné, même pour sa propre hygiène. Dans les années antérieures, elles ont fait la fierté de la population ici à Niamey. Ce sont les salles de cinéma dont beaucoup ont fermé de nos jours avec l'avènement du numérique et de la technologie. Beaucoup donc regardent aujourd'hui les films sur leur portable ou dans leur salon. Reportage Mariama Christine Bormo et Aboukar Souley. Le plus grand cinéaste du Niger, Omar Ganda, qui a une fois été primé au FESPACO, a fait parler du cinéma nigérien au plan national et à l'extérieur. À Niamey, dans les années antérieures, les salles de cinéma étaient les points de convergence des amateurs du cinéma. Cependant, de nos jours, le constat est désolant. Avec la métamorphose des salles de cinéma, presque toutes les grandes salles sont vendues ou fermées. Avec l'avènement de la technologie, le cinéma se consomme aujourd'hui à domicile. Dans les salles de cinéma, en réalité, c'est pas je ne m'intéresse pas trop aux salles de cinéma. Je préfère regarder tout ce que j'ai à regarder à la maison. En réalité, nous, notre temps, notre génération en question, on n'est pas venu trouver ces salles-là qui s'animent toujours. Parce que même au niveau des programmes que comment on appelle, les salles de cinéma, programmes, même ici, Zongorzo, avant, quand on voyait, c'est des films on voyait déjà à la télé, donc je ne trouve plus l'importance d'aller payer mon argent pour regarder un film que je peux regarder gratuitement à la télé. Depuis que j'étais jeune, donc dans le temps passé,
Ça a été avant l'apparition des cartes mémoire, des trucs de connexion, avant l'Internet. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les trucs de YouTube, donc les gens ne s'intéressaient plus à ça. La disparition de salles de cinéma, si je peux le dire, c'est lié souvent, si je peux me le dire, c'est lié à l'évolution des choses, des réseaux sociaux par exemple. De nos jours, vraiment, avec l'avènement des nouvelles technologies, c'est tout à fait normal que les cinémas disparaissent. Cette situation est mal vue par beaucoup de Nigériens. Par contre, d'autres l'apprécient à sa juste valeur. Avec 500 francs, je peux avoir 2 films. Alors qu'au cinéma, avec 500 francs, je ne peux que regarder un seul film. Donc, je préfère utiliser mes 500 francs, avoir 2 films, que d'aller regarder un seul film de l'autre côté. Chaque chose a son temps. Et l'évolution des choses a fait en sorte qu'aujourd'hui, certes, ça existe, mais ça ne prend pas d'ampleur. Et vraiment, moi, je pense que c'est le rythme de l'évolution et c'est une très belle idée. Je suis d'accord avec l'idée ou bien je reste d'accord avec la disparition. Pour moi, je ne trouve pas cette disparition comme une négativité. Aujourd'hui, ça aurait été que les salles de cinéma là sont un peu améliorées, c'est-à-dire des conditions, c'est-à-dire ce sont vraiment des salles que tu peux aller t'asseoir, que tu te sens encore à l'aise. Vraiment, même à cause de ça, certaines peuvent aller voir en guise de curiosité. Avec 500 francs, tu peux toutefois mettre la connexion et regarder dans les YouTube. Et même avec les Wi-Fi ici à l'université, tu peux toutefois télécharger des films que tu veux. Donc, on n'a même pas le temps de partir au cinéma. La situation dans laquelle est plongé le 7e art mérite une attention particulière des autorités et promoteurs du cinéma, afin de le faire renaître et redynamiser le secteur cinématographique au Niger. Point final de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir, excellente tenue à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.